on ne repartira pas tant qu'un accord de paix, Olivier, un accord de paix, frontières ouvertes, relations économiques, relations sécuritaires, relations régionales, ne sera pas conclu. Et ça, c'est notre condition, ça doit être en tout cas notre condition. Et nous allons faire un point maintenant sur la situation sécuritaire et la situation aussi de la reprise des discussions entre Israël et le Liban, une reprise qui doit avoir lieu aujourd'hui à Washington. Et pour cela, nous sommes très heureux d'accueillir notre premier invité ce matin sur Studio Qualita. Nous sommes avec Stéphane Juffa. Stéphane, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Bonjour Olivier, bonjour aux auditeurs téléspectateurs de Studio Qualita. Alors, vous êtes analyste stratégique et rédacteur en chef de Metula News Agency. Vous habitez justement à Metula, dans le nord d'Israël. Alors, ma première question, elle concerne justement un peu votre statut d'habitant, de citoyen du nord du pays. Comment, en tant qu'habitant du nord du pays, vous avez accueilli cet accord qui a été signé entre les États-Unis et l'Iran, et puis aussi cette situation qui est pour le moment fragile, peut-être on le verra dans un instant, de cesser le feu pour le moment au sud Liban? La première différence qui est notoire, c'est que jusqu'à il y a 3 jours, c'était les bombardements permanents, et surtout les nôtres d'ailleurs. Souvent, on ne pouvait pas dormir du tout la nuit. C'est des bruits énormes. Et puis, ça fait 2 jours, en tout cas, que nous sommes comme vous, hein, au centre du pays, c'est-à-dire en situation de paix, en tout cas de paix apparente. Pas un seul tir, hein, pas un seul tir hier, ni un seul tir avant-hier. Une douce nuit, la dernière. Ça change, c'est quand même appréciable, hein. Ça fait des mois et des mois qu'on n'a pas connu ça ici. Donc on carpe diem, on prend ce qu'on nous donne et on s'en réjouit. On Ça, espère que c'est ça pour va notre continuer surtout. Alors ça, c'est la grande question, parce Mhm. qu'il y a il y a beaucoup d'inquiétudes. Les sons qui nous arrivent de Suisse, des bords du lac de Lucerne, sont assez désagréables. Mais c'est-à-dire que la première chose, c'est qu'on n'y participe pas, Olivier. Mhm. Dans la première partie du conflit avec l'Iran, un peuple tel en Lyon, Israël a fait 99% du boulot. Si on se souvient, les Américains sont intervenus uniquement le dernier jour pour frapper 3 sites nucléaires. Et tout le reste, c'est le Chel Avir, l'aviation israélienne, qui l'a réalisé. Et puis la deuxième phase, le lion rugissant, on peut dire de manière très modeste que Tsahal a réalisé 80 à 85% du travail militaire sur le terrain. Et comment est-il possible, comment est-il concevable que nous ne soyons pas présents aux négociations? On porte le fardeau de l'effort militaire et puis on est exclu. C'est-à-dire que non seulement on n'en fait pas partie, mais on ne reçoit pas d'informations en direct de la part de la délégation américaine qui a décidé qu'elle parlait pour nous. Il n'y a aucun accord à ce sujet entre Israël et les États-Unis, mais Washington a décidé qu'elle s'engageait pour les États-Unis et pour Israël. Et sans même qu'on sache de quoi il s'agit. On a bien des idées, mais ces idées nous viennent par le renseignement, par des fuites. Et c'est totalement anormal. Et ce qui est aussi anormal, c'est peut-être que notre gouvernement n'exige pas une place à ces négociations. On est toujours dans l'ombre. On a une sorte de canard enchaîné de la diplomatie. Et c'est très désagréable et ce n'est pas normal. Notre première exigence doit être que ceux qui gagnent la guerre sur le terrain sont aussi ceux qui participent aux négociations. Et il n'y a pas cette exigence de notre part. On ne sait pas où va exactement la diplomatie israélienne. Elle est très prudente, c'est le moins qu'on Ouais. puisse en dire. Alors, il y a un point aussi qui est très important et qui fait partie aussi de ces négociations, c'est le retrait d'Israël du Sud-Liban et qui vous concerne aussi, plus particulièrement en tant qu'habitant du Nord. Beyrouth exige un retrait israélien complet
rappeler l'arrêt des opérations militaires. Pour le moment, Israël refuse. Les dirigeants israéliens, que ce soit le Premier ministre, le ministre de la Défense ou même le chef de l'état-major, répètent partout qu'Israël restera au sud Liban tant qu'il est nécessaire. Est-ce que vous croyez qu'on va vers une confrontation directe sur ce sujet avec Washington? Oui, alors c'est très important et il y a une nuance. Le problème n'est pas avec Beyrouth. On n'a jamais été aussi proche du gouvernement libanais. On a le même intérêt. On sait que tant que le Hezbollah sera présent sur le terrain, il n'y aura pas réellement de paix. Donc s'ouvrent aujourd'hui et pour 3 jours les négociations à Washington avec le gouvernement libanais. Ces négociations, Olivier, sont cordiales. On cherche ensemble des solutions et ces négociations se déroulent en fait en parallèle avec ce qui se passe en Suisse. Et c'est Ouais. là que c'est gênant. On a l'impression qu'il y a une sorte d'alliance, il y a une très grande proximité entre les États-Unis et l'Iran. Il n'y a pas d'aspérité, on n'entend pas parler de négociations serrées, difficiles, de discussions épiques. Au contraire, on voit les gens on voit des accolades, on voit des embrassades. Et ça nous dérange énormément. C'est donc le souci, c'est par rapport aux relations entre les États-Unis et l'Iran, avec, je le rappelle, la médiation de pays qui sont hautement anti-israéliens, anti-sionistes et antisémites, disons-le, qui sont le Pakistan notamment et le Qatar. Ce sont eux les médiateurs, ce sont eux qui ont rédigé les accords. Cette semaine se déroulent les discussions, ce qu'ils appellent les discussions techniques. Donc on parle du retrait possible d'Israël, et Israël non seulement n'est pas présent à ces négociations, n'a pas son mot à dire, mais n'est même pas briefé. On n'a pas d'écho direct de ce qui se passe. Et ça, c'est totalement inadmissible. Et effectivement, on doit s'opposer, non pas en éventuel retrait, on va finir par, on espère, par un accord sécuritaire qui pourra nous permettre de vivre. Disons aux auditeurs téléspectateurs de Studio Qualita que nous nous trouvons ici, je vous parle d'une distance de 400 mètres de la frontière avec le Liban. De l'autre côté, c'est Kfar Kilé. C'est une ville chiite de 25 000 habitants normalement, une ville qui est entièrement aux mains normalement du Hezbollah. Le fait de se retirer sans accord et de voir les terroristes revenir à 400 mètres de la rédaction, c'est quelque chose qui est pour nous impossible, mais qui pourrait nous être imposé par les États-Unis. Et là, si c'est effectivement la solution que prévoient les États-Unis et les Iraniens en Suisse actuellement, on va directement vers une immense dispute entre Israël et les États-Unis, Mhm. car sur ce point, on n'acceptera pas. On ne se retirera pas tant que deux conditions sont remplies. Premièrement, des arrangements sécuritaires solides, crédibles, qui permettent aux habitants des deux côtés de la frontière de vivre paisiblement, et pas pour 5 ans ni pour 10 ans, mais ad aeternam. C'est-à-dire, il est temps que cette région vive et connaisse également la paix. C'est la volonté des gouvernements israéliens et libanais. Et la deuxième solution, elle est dans le prolongement de la première. On ne repartira pas tant qu'un accord de paix, Olivier, un accord de paix, frontières ouvertes, relations économiques, relations sécuritaires, relations régionales, ne sera pas conclu. Et ça, c'est notre condition, ça doit être en tout cas notre condition. C'est l'approche de tous les analystes stratégiques israéliens, les privés et ceux qui travaillent pour l'armée et le gouvernement. Et vous pensez que Benjamin Netanyahou, que le gouvernement israélien pourra faire face justement à la pression de Washington par rapport à ces deux conditions que vous avez évoquées? Non, non. Ça dépend de la volonté de Donald Trump, ça dépend de la capacité d'influence du Premier ministre Netanyahou. Si les États-Unis décident que nous devons nous retirer et qu'on ne le fait pas, ils nous couperont les vifs, c'est-à-dire Hmm. qu'ils nous couperont les munitions. On parle principalement des munitions ordinaires, c'est-à-dire des obus pour l'artillerie, des obus pour les chars et des munitions courantes pour l'aviation. Sans cela, on ne peut pas se battre, on ne peut pas combattre. On a une réserve, je dirais, en étant pessimiste, de 2 semaines de conflit pour 2 semaines de conflit ouvert ou 4 semaines de conflit intense
Et puis après, c'est les arcs et les flèches, Olivier, c'est les pierres. Donc on est obligé de trouver un modus vivendi avec les Américains. Et Ouais. c'est très compliqué quand on a un président américain qui surtout veut mettre en terme pratiquement à tout prix. On pense même que l'accord qu'il envisage est pire que l'accord de 2015 signé par Obama, qui était une catastrophe et qui a d'ailleurs été annulé par le président Trump. Ouais. Et maintenant, on ne connaît pas exactement le contenu, mais on a peur ici que ce soit pire. Ah, Donc ça dépend de quel pied se lève alors Donald justement, Trump. justement, ma, Oui, je vous en prie. Justement, ma dernière question concerne Donald Trump et justement on va dire ce retour en arrière de Donald, pas son retour en arrière, puisqu'en fait, ce changement de position, d'attitude de Donald Trump par rapport à Israël et aussi par rapport à son grand ami Benjamin Netanyahou. Comment vous l'expliquez? On parle d'intérêt économique, on parle aussi d'une situation intérieure aux États-Unis avec prochainement des élections. Quelles sont, d'après vous, les raisons de ce changement de position, d'attitude? Vous les avez cités, puis il y a une irritation côté américain. C'est qu'ils ont l'impression, le président et son entourage, qu'Israël a poussé les États-Unis à la guerre. Donc ils ne le disent pas forcément ouvertement, mais ça sent dans toutes leurs interventions qu'on leur a présenté une campagne, même pas une guerre, qui devait durer 2 à 3 semaines et qui aurait vu un changement de régime qu'on leur a probablement promis à Téhéran. Et ces espoirs n'ont pas été acquis, n'ont pas été réalisés. Et puis des deux côtés, Israël et les États-Unis, du point de vue stratégique, on a commis une énorme erreur, c'est qu'on n'a pas analyser correctement l'importance du détroit d'Ormuz. On pensait que les États-Unis, c'était l'opinion en Israël, on pensait que les États-Unis, avec 2 ou 3 porte-avions dans la région, pouvaient maintenir de force le détroit d'Ormuz ouvert. Il s'est avéré qu'avec des moyens très limités, les gardiens de la révolution khoméniste étaient capables de le fermer et de le maintenir fermé. Et ça, ça a été la mauvaise surprise qui a fait monter les cours Mhm. du pétrole et qui a lourdement impacté à la fois le commerce mondial, international, et la situation économique interne des États-Unis pour l'électeur américain, pour l'Américain moyen. Le prix du gallon à la pompe pour remplir sa grosse voiture, c'est la préoccupation essentielle. Et nous disons une autre chose. Nous disons que c'est une approche qui est fausse parce que si les États-Unis permettent à l'Iran de faire ce que l'Iran désire, ce que la théocratie persane désire, ils vont continuer à développer leur programme nucléaire, même s'il va y avoir une latence de 1, 2 ou 3 ans. 1, 2 ou 3 ans, en ces termes, c'est très peu de temps. Et puis ils vont continuer parce qu'ils le font déjà à développer des missiles balistiques intercontinentaux. Et sous quelques mois ou quelques années, eh bien, ces missiles menaceront les États-Unis et c'est très compliqué de trouver une parade absolue à cette menace. Et c'est le pendant, c'est l'autre côté, le côté sombre de ces négociations en Suisse, c'est-à-dire que ce n'est pas abordé. Et nous sommes persuadés que l'administration Trump n'a pas une idée assez claire, suffisamment claire de cette menace. Il la voit lointaine, alors que la menace d'une hausse des prix du pétrole, qui est largement moins dangereuse, est immédiate. Et il préfère la solution au problème immédiat que ceux aux problèmes de moyen et long terme. Et ça nous inquiète beaucoup, et pas uniquement les Israéliens, mais également pas mal de pays européens qui n'ont pas aujourd'hui de parade contre ces missiles et contre cette menace potentielle, mais qui la connaissent. Stéphane Jouffin, merci beaucoup pour ces explications. Merci d'avoir été avec nous ce matin depuis Metula, pour Studio Kelita. Bonne journée à vous, Boker Tov. Bonne journée aussi.